Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Agicad TV, votre web TV d'information sur les grands sujets de préoccupation nationale. Nous sommes sur le plateau de l'émission spéciale élections législatives et nous avons aujourd'hui deux jeunes Maliens. Il s'agit de Ousmane Maïga, responsable des programmes Agicad Mali, et de monsieur Mohamed Diarra, directeur exécutif de l'Association des relations culturelles et politiques IRCP Mali. Bonjour. Bonjour messieurs et bienvenue sur ce plateau. Nous parlerons de l'élection législative de mars 2020. Première question, quelle est l'impression que vous donne cette élection de mars 2020? Monsieur Maïga, on va commencer par vous. Pas de souci. Ok, merci beaucoup Mamadi. Je m'excuse pour ma voix. Cette élection est une élection qui a beaucoup d'enjeux, tant sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire actuellement avec l'évolution de la situation par rapport au coronavirus, mais aussi sur le plan politique parce que, comme vous le savez, avant aujourd'hui, il y avait beaucoup de partis politiques qui n'étaient pas partants en tant que tels pour cet échéance électoral. Donc du coup, on peut se dire que c'est une élection qui a beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis à relever par nos autorités, mais aussi par les citoyens que nous sommes. D'accord. Monsieur Mohamed, la même question pour vous. Quelle est l'impression que vous donnent ces élections législatives? Tout d'abord, merci pour l'invitation sur ce plateau afin que je puisse m'exprimer sur un sujet qui est quand même crucial pour le devenir de la nation malienne, en l'occurrence les législatives 2020. Je vais rejoindre très cher Ousmane lorsqu'il dit que ces élections ont de forts enjeux. Quand on regarde sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan sanitaire, mais aussi sur le fonctionnement même proprement dit de l'Assemblée nationale malienne depuis de longues dates, il serait légitime que la population aspire à un certain changement au niveau de cette Assemblée-là. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, depuis ce matin, nous avons 2 cas positifs de Covid-19 au Mali. Est-ce que les élections peuvent se tenir dans ce contexte de pandémie? Ok, merci pour la question. Je pense que, comme vous l'avez dit, la particularité avec cette maladie, c'est qu'elle est contagieuse, mais très facilement, parce qu'on peut le transmettre juste à travers des petites gestes, peut-être qu'on ne compte pas. Et là, une élection, c'est un processus qui va consister à ce qu'on réunisse un groupe de personnes devant un bureau de vote qui doivent faire la queue et ensuite aller toucher à des scrutins, à des bulletins de vote, ensuite utiliser un même isoloir et tout. Alors, je peux dire que pas en tant que spécialiste santé, mais en tant que quelqu'un qui met en valeur les droits humains, je pense que ça a beaucoup de risques de tenir les élections dans cette situation. Parce que les personnes qui ont été testées positives, il paraît que c'est des gens qui sont venus au Mali le 12 et le 16 mars. Alors, du 12 au 16 mars, je vois qu'il y a plus d'une semaine ou deux. Donc, du coup, on peut se dire, est-ce que la chaîne de contamination avait été maîtrisée? Est-ce qu'on sait qui est déjà rentré en contact avec ces personnes et comment est-ce qu'on peut aussi estimer un peu l'ampleur des contaminations par rapport à ce virus. Donc du coup, je peux dire que c'est assez problématique de tenir ces élections et si aussi l'État a les moyens de mettre en place les dispositifs logistiques en termes de kits de lavage des mains devant les centres, les bureaux de vote, mais aussi à protéger les agents qui seront là pour gérer le scrutin, les assesseurs, les présidents, les observateurs. Je crois que c'est assez dangereux et je ne pense pas qu'il soit possible d'acheminer tous ces équipements jusqu'au fin fond du Mali pour protéger les électeurs, mais aussi les agents électoraux pendant ce scrutin. D'accord. Monsieur Mohamed, la même question. C'est le sujet qui brûle sur toutes les lèvres. Le Covid-19, est-ce que les élections pourront se tenir dans ce contexte? Parce qu'il y a 2 cas confirmés depuis ce matin. Oui, c'est assez problématique. Il y a un article d'un média français qui révélait tout récemment que la contamination en France a été exacerbée notamment grâce du fait des législatives qui se sont tenues. Et quand on connaît les moyens qui sont à la disposition de l'État français, sans vouloir faire de comparaison avec l'État malien, on se rend compte un peu des difficultés face auxquelles on peut rapidement se retrouver. Il est assez facile de transmettre cette maladie et ce qui est encore d'autant plus grave, c'est que même lorsque vous êtes asymptomatique et que vous ne montrez pas les symptômes, vous pouvez contaminer, vous pouvez être un vecteur de la maladie. Et comme il a été dit tout récemment sur ce plateau,
une élection, c'est tout un process. On va devoir rassembler des gens devant un bureau de vote, les faire utiliser le même encrier, parce que les bulletins de vote, oui, mais l'encrier, tout le monde doit mettre son doigt dans le même encrier. Supposons qu'il n'y ait qu'une seule personne qui a été contaminée par ces deux personnes qui d'ailleurs sont venues le 12 et le 16 à Bamako, 10 jours déjà. Presque 10 jours. 10 jours, il y en a qui a une qui est à Bamako, il y a l'autre qui est à Caille. Donc tout le processus de contamination, quitter Bamako, aller à Caille, le nombre de personnes ayant été rencontrées, le nombre de personnes ayant la maladie actuellement en elle, on ne sait pas. Donc l'idéal pour moi, ce serait d'annuler. Pas d'annuler, mais de reporter ces élections-là. C'est vrai qu'une élection, ça a un coût, la préparation, ça coûte, mais la vie... ça n'a pas de prix. Si vous voulez aller à l'Assemblée, je suppose que vous devez être en mesure de défendre des droits d'une certaine population, mais si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes à l'Assemblée et que vous n'avez pas de population, c'est extrême, mais c'est le cas de figure dans lequel on pourrait assez rapidement se retrouver. Ouais. D'accord. Avant l'arrivée de la crise au Mali, nous avons nos réalités. Alors, quelle est l'Assemblée nationale qu'il faut aujourd'hui pour le Mali? Oh là là, ça c'est quand même une grosse question. Ouais. Moi, je parle à bâton rompu, j'aime pas la langue de bois. On a l'habitude de dire que l'Assemblée nationale malienne, c'est une chambre d'enregistrement. Quand on regarde depuis quelques années, depuis l'avènement de la démocratie, le rôle dévolu à l'Assemblée à un député, il y a trois rôles principaux, celui des représentants, celui des contrôleurs, celui des législateurs, et on se rend compte que dans une certaine mesure, ces règles ou ces fonctions, ces rôles qui incombent aux députés ou à l'Assemblée de façon générale ne sont pas appliqués avec une certaine, avec une certaine probité morale. Et de l'autre côté, quand on regarde aussi le nomadisme au niveau de l'Assemblée, on est élu sur une bannière et demain on se retrouve sous une autre bannière. Ça dénote un peu du manque de sérieux, permettez-moi l'expression, de certains représentants au niveau de l'Assemblée. Pire encore, il y a des dispositions qui sont prises, il y a des fonds qui sont mis à disposition de certains députés pour faire la restitution des sessions au niveau local, chose qui n'est pas faite. Donc, à la question de savoir quel type de député il faut aujourd'hui, c'est, je dirais, plutôt un député responsable, un député qui a le souci de sa communauté, qui souhaite réellement faire le rôle, le lien entre l'administration et la population, un député qui est au fait des réalités de sa population aussi, et un député aussi qui prendra son courage afin de présenter des dispositions juridiques nécessaires pour le bon fonctionnement de la République du Mali. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Maïga, quelle est l'Assemblée nationale qu'il faut pour le Mali aujourd'hui? Oui, je crois que Mohamed a fait un ramassé par rapport à la qualité d'un bon député, parce que, comme vous le savez, déjà, il y a un problème de représentation avec cette législature, parce que déjà, nous sommes à 147 députés. Là, c'était une proportion de 10 millions d'habitants à peu près, et la population a presque doublé. Donc, nous aurons tous 147 pour 20 millions d'habitants, alors que nous savons que par ailleurs, avant cette législature qui doit venir, si on tient les élections, les députés qui étaient à l'Assemblée générale, déjà, les populations ne s'identifiaient pas assez à ces députés. Donc, du coup, c'est vraiment un problème qui va persister encore davantage, parce que je suis sûr que des gens qui n'ont pas pu faire des restitutions, qui n'ont pas pu faire remonter les préoccupations de 10 millions d'habitants, ne pourront pas le faire pour 20 millions d'habitants. Et ensuite, nous voudrons aussi un député qui a un ancrage social, un ancrage communautaire, parce qu'il faudrait bien détecter les problèmes au niveau des communautés pour les amener au niveau de l'Assemblée nationale à travers des propositions de loi pour pouvoir résoudre des problèmes sociétaux, des problèmes aussi politiques et économiques. Donc du coup, tant que nous n'avons pas des législateurs qui ont cette idéologie, qui ont la capacité d'aller vers cette forme de république, cette forme de rôle de député, ça va être très difficile pour le Mali. Alors si vous prenez un peu tout ce qui est loi votée à l'Assemblée nationale, vous allez constater que les 99% sont des projets de loi qui viennent du gouvernement. Alors que l'idéal est que ça vienne des députés, parce que nous supposons que ce sont eux qui sont permanemment en contact avec les populations. C'est eux qui doivent avoir aussi au niveau de leur circonscription électorale des sièges, des représentations qui permettraient aux citoyens de venir se plaindre, et à partir de cela, quand le problème devient assez important, de le faire remonter
porter et de légiférer là-dessus afin que la société puisse avancer et qu'il puisse avoir plus d'ouverture. Mais ce que nous constatons, c'est que ces députés actuellement, c'est entre guillemets en majorité des opérateurs économiques, c'est aussi des hommes d'affaires et c'est surtout des gens qui veulent juste avoir les exonérations en matière de taxes et impôts, et c'est vraiment devenu un milieu d'affaires avant que ce ne soit un milieu politique d'intello, mais aussi des personnes qui se préoccupent de l'avenir du pays. Donc l'Assemblée, c'est le nerf de la démocratie. Quand elle ne fonctionne pas, ça va être très difficile. C'est le cas. D'accord. Alors, je rappelle que depuis qu'on a commencé ces émissions spéciales législatives, nous n'avons reçu que des candidats. C'est la première fois qu'on reçoit des invités qui ne sont pas candidats. Mais M. Maïga, qui mérite de représenter le peuple malien aujourd'hui? Alors, je crois que ça revient un peu à la question précédente. Oui. Alors, il faut vraiment des personnes qui sont conscientes du rôle des députés, de l'importance du député pour une nation démocratique, même si nous sommes dans un régime semi-présidentiel, mais la législature, c'est un peu, je dirais, ce qui relie un peu les populations au gouvernement, parce que les populations sont d'une part des détenteurs de droits et les gouvernements sont des détenteurs d'obligations. Alors il faut quelqu'un au milieu qui puisse jouer ce rôle de connexion entre ces deux afin que les choses soient bien gérées. C'est là où ils ont leur rôle de proposer des lois, ensuite de contrôler les actions du gouvernement et d'interpeller le gouvernement quand il le faut. Alors pour quelqu'un qui n'a pas cette capacité d'analyser ce qui se passe, qui n'a pas cette volonté de recourir un peu aux populations pour prendre leurs préoccupations, et quelqu'un aussi qui n'a pas les capacités d'interpeller ou encore de jouer pleinement son rôle, ça va être très difficile. Alors il faut des députés qui sont d'abord conscients, très conscients de ce qui se passe au Mali, très conscients de nos besoins en matière de législation, mais aussi du poids qu'ils peuvent avoir sur le gouvernement. Il faut aussi des députés qui ont un certain niveau, je dirais, d'instruction. L'instruction, quand j'en parle, il ne faut pas être forcément lettré en français ou autre, même si tu es lettré dans une autre langue, mais tu dois avoir cette capacité de lire ce qui est devant toi. Tu dois être capable aussi de l'interpréter, même s'il faut de l'appui technique un peu à côté, mais il faut que tu aies déjà cette capacité. C'est là que tu te donneras un avantage sur comment encore mieux étudier ton rôle. Par exemple, quand le gouvernement amène la loi des finances, il est très difficile pour nos députés de décortiquer, donc du coup, ils jouent juste, vous voyez, ils lèvent les doigts, on est d'accord, sans savoir exactement qu'est-ce qui est à l'intérieur. Est-ce que eux, leur idéologie, leur philosophie politique, si c'est des gens qui sont plutôt de front social ou autre, ou écologistes, je ne sais pas si on en a au Mali, est-ce que ces aspirations sont prises en compte dans cette loi? Donc du coup, ça nous met dans une routine budgétaire et du coup, le changement n'est pas aussi palpable. Donc il est super important que ces législateurs qui vont venir à l'Assemblée aient cette capacité aussi d'analyse et aussi cette capacité de pouvoir booster un peu le gouvernement et pouvoir aussi être redevables ensuite auprès de leur population en les rendant compte de tout ce qui est à disposition, de toutes les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale. Parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais les dispositifs qui sont en place pour que les gens puissent connaître les lois ne sont pas aussi opérationnels. Donc du coup, le citoyen, c'est lui qui perd de tous les côtés un peu. D'accord, merci beaucoup M. Maïga. M. Mohamed, Oui. qui mérite de représenter le peuple malien? Qui mérite, la question elle est assez particulière, en ce sens où le mérite peut varier d'une contrée à une autre. Mais comme l'a dit M. Maïga lors de son intervention, le mot redevabilité, il faut surtout des députés qui ont un sens élevé de ce qu'est la redevabilité. Parce que le député a un mandat national. Il représente la nation, mais il sort d'une communauté, d'une circonscription géographique pour aller au niveau de l'Assemblée. Il faut des députés intègres qui ne vont pas se laisser fourvoyer par l'appât du gain, par le gain. Il faut aussi des députés qui ont une certaine vision du développement économique, social et politique de la nation. Parce qu'il y a énormément de vide quand on regarde les dispositions juridiques au Mali, ne serait-ce que sur la situation concernant les violences basées sur le genre. Il faudrait qu'on ait des députés qui puissent se saisir des questions cruciales de la nation et qui vont en faire leur et faire des propositions de loi pour que l'Assemblée puisse se prononcer là-dessus. Mais il faut aussi des députés dans lesquels les populations vont se reconnaître. Parce que moi, ce que je reproche aujourd'hui à la plupart des candidats ou généralement aux hommes politiques maliens, c'est qu'on fait la politique lorsqu'il est question d'élection.
la politique, ce n'est pas que ça. La représentativité, ce n'est pas que ça. Quand on vous dit que vous représentez quelqu'un, c'est que vous venez de cette communauté. Vous connaissez les réalités de cette communauté. Vous vous êtes battu pendant longtemps pour cette communauté-là. Et vous voulez réellement que cette communauté puisse prospérer. Est-ce qu'on a des candidats qui répondent à ces questions, à ces préoccupations? Si oui, l'idéal serait que nous, populations, puissions jouer notre rôle en élisant ces personnes-là qui pourront valablement nous représenter au niveau de l'hémicycle national. D'accord. Alors, nous sommes aussi en face d'une tendance des candidatures de jeunes dans cette élection. Quelle est votre impression sur cette tendance? Est-ce que vous jugez que c'est bon qu'il y ait plus de jeunes députés ou quelles sont vos impressions là-dessus? Pas plus tard que ce matin, quelqu'un me posait la même question. En fait, j'ai dit, moi, je suis pour le renouvellement de la classe politique malienne. Parce que quand on regarde, que ce soit au niveau de l'hémicycle, que ce soit au niveau des partis politiques, il y a énormément pas de vieilles personnes, mais de doyens qui tiennent les rênes et qui s'y accrochent. Pour moi, il faut parvenir à un équilibre où les jeunes s'intègrent progressivement ou même qu'ils prennent le pas s'il le faut, mais qu'on donne la possibilité aux jeunes de pouvoir contribuer à la gestion de la nation, de la vie de la nation. Maintenant, ce qui concerne précisément le cas des candidatures jeunes, c'est bien, mais ça me laisse un peu sur ma faim. C'est bien en ce sens où il est toujours bien que des jeunes prennent leur courage, qu'ils osent et qu'ils aillent vers les postes électifs, les postes tels que celui des députés. Mais comme je l'ai dit tantôt, le même reproche qu'on a eu à faire aux anciens, il ne faudrait pas qu'on aille répéter les mêmes erreurs. Il ne faudrait pas que malgré ces renouvellements, qu'on soit toujours dans un système où l'Assemblée se retrouve toujours être une chambre d'enregistrement et aucune force de proposition, où l'Assemblée n'apporte pratiquement rien à la vie de la nation. La plupart des jeunes qui se sont présentés, vous verrez que parmi eux, beaucoup se présentent ex nihilo, sans aucun passif, sans avoir eu de véritable poids dans la communauté. Pour moi, le véritable moyen pour nos jeunes de changer les choses, de pouvoir de prendre notre part dans la gestion de la nation, c'est de commencer depuis le bas, de nous intéresser réellement à la chose. Il ne faudrait pas que la politique ou un mandat électif ou un poste électif soit pour nous la finalité de la chose. Ce n'est pas cela la finalité. La finalité, c'est d'être redevable avec sa communauté. C'est de toujours apporter un certain plus à sa communauté. Je vais terminer sur ceci. C'est un adage que mon oncle, qui est un vieux, aime beaucoup, parce que je change beaucoup avec lui. Il est impératif que les jeunes soient initiés à la chose, mais quand on parle d'initiation, on parle de process aussi. Il est impératif qu'on passe par un certain nombre de process, qu'on suive un canal et qu'on comprenne aussi tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été bien fait, qu'on reconnaisse ce qui a été bien fait et qu'on essaie d'être des forces de proposition, d'amélioration. Voilà. D'accord. Monsieur Maïga, des candidatures jeunes? Oui, c'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur du fait que ça montre qu'un peu le leadership des jeunes est en train de s'améliorer. Aussi que la transition politique auquel on s'attend depuis des années est en train de s'opérer petit à petit. Mais cela dénote aussi que les jeunes qui se sont portés candidats, sûrement leur manière de voir la société, parce qu'il est important, il y a des députés à l'Assemblée nationale qui ont plus de 20 ans, ils sont députés, chaque législature, ils reviennent à l'Assemblée. Donc, du coup, c'est le renouvellement de la classe politique, mais aussi au niveau des espaces de prise de décision, est super importante. Maintenant, quant à la qualité ou la crédibilité de ces candidatures, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que ces jeunes-là sont soutenus à côté par des anciens qui veulent juste les servir d'eux pour mobiliser les gens, mais peut-être au second tour, c'est rallier à quelqu'un. Ça, c'est une chose. Vous sous-entendez il se peut qu'il y ait des mains invisibles. C'est dans la politique, on est en politique, okay. Tout est possible. Donc là, c'est une option parce que le problème de la jeunesse au Mali, c'est surtout cette manipulation et cette récupération politique. Donc du coup, ce n'est pas un risque à épargner pour cette élection législative. Et l'autre chose, c'est, comme il a dit, quel est le projet législatif pour ces jeunes? Parce qu'il est important que les lois reflètent la société actuelle que nous avons. Par exemple, si vous mettez des personnes très âgées à prendre des décisions, peut-être qu'ils vont légiférer selon leur époque, ils vont légiférer selon eux, leurs valeurs, leurs us et leurs coutumes, alors que la société évolue. Il y a
on est dans un monde plus unique, la mondialisation, il y a de nouveaux phénomènes. Quand on parle des violences basées sur le genre, peut-être pour certains, c'est des choses qui ont été importées, alors que de visu, on voit un peu les conséquences de ces pratiques dans nos sociétés. Il y a plusieurs autres types d'actions sur lesquelles il faut des gens vraiment éveillés, des gens qui vivent ces situations pour savoir qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux et faire changer les choses. Donc de là, c'est un espoir pour le Mali, si ces jeunes-là arrivent à passer et rentrer dans l'hémicycle. Mais d'autre part aussi, il ne faut pas que cette crainte de revivre la même situation que les anciens se répètent, parce que comme je l'ai dit, il y a des risques aussi que ces jeunes-là soient souvent manipulés ou soient juste des pions politiques pour ces anciens. D'accord. Alors, Monsieur Mohamed, vous êtes de la société civile. D'ailleurs, vous deux, vous êtes tous de la société civile. Quel est le rôle de la société civile dans cette élection législative? Je crois qu'à travers nos différentes interventions, on a essayé de donner quelques pistes. Ouais. D'abord, moi, je ne vais pas dire rôle, je vais dire la responsabilité. Carrément, la responsabilité de faire le bon choix, de trouver le bon candidat. La responsabilité surtout de prendre sa carte d'électeur et d'aller voter pour le candidat. Parce que si vous ne votez pas et que quelqu'un d'autre est élu, vous n'avez pas voix au chapitre. C'est comme si vous avez participé à son élection. Il y a cela, mais après avoir élu, la responsabilité aussi de faire le contrôle. Parce que généralement, le souci, c'est qu'on élit et on s'écarte. Et on sait tous que tout homme qui a du pouvoir est amené à en abuser. Et ces élus nous représentent, ils doivent représenter ils doivent être au fait ils ont un devoir de redevabilité envers nous, je veux dire. C'est à nous aussi de faire le contrôle derrière eux pour qu'ils puissent prendre ce rôle-là au sérieux et surtout représenter valablement les communautés pour lesquelles ils ont été élus au niveau de l'hémicycle tout en défendant l'intérêt national. D'accord. Alors, M. Maïga, le rôle de la société civile face à ces élections. Ok, alors si nous venons un peu dans l'espace public, il y a plusieurs acteurs. Il y a les acteurs économiques, tous ceux qui sont dans les business, dans les affaires. Il y a les acteurs politiques, ceux qui concourent à l'exercice du pouvoir public. Il y a les partenaires extérieurs, mais il y a la société civile. Et cette société civile, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est lui. C'est nous parce que nous constituons d'abord un réservoir qui met en place toutes ces représentations et qui les anime. Et donc du coup, notre rôle est super important. Pourquoi? Parce que tout part d'une élection. C'est-à-dire quand nous échouons dans le choix des gens, des personnes qui doivent nous représenter, qui doivent nous diriger, c'est l'échec total pour les 5 années à venir. Parce qu'ils ne sauront pas prendre des bonnes décisions. Donc il est important qu'on se rende compte que les élections, ce n'est pas juste une question de parti politique ni du gouvernement, mais c'est surtout une question citoyenne. Pourquoi? Parce que le citoyen a la force, surtout pendant les élections. Après les élections, on peut faire des contestations et tout, mais on aura déjà mis en place quelqu'un et on aura déjà donné le pouvoir. Donc tout se décide à cette période. Si on n'est pas content de la gestion de ces personnes dans le passé, c'est le moment de les sanctionner. Et si on pense qu'il y a vraiment du renouveau et qu'il y a des gens qui pourront mieux faire, c'est le moment de les choisir. Donc du coup, notre rôle, c'est de voter et faire un vote utile et un vote massif. Ensuite, la société civile a un rôle aussi parce que si nous prenons les jeunes surtout, ce sont eux qui sont qui sommes exposés un peu à tout ce qui est conflit post-électoral. Ce sont les jeunes qui sont manipulés après les résultats pour sortir, faire des casses et ensuite, ainsi de suite. Donc du coup, il est important que nous essayons aussi de maîtriser et de diminuer ces risques de conflit post-électoral. Mais aussi, c'est notre rôle aussi d'assister les autres qui n'ont... Peut-être pour eux, les élections n'ont pas assez d'importance parce que ce qu'ils ont vécu et aussi par les actes des décideurs précédents, ils se disent que ce n'est pas nécessaire d'aller voter. Donc nous qui sommes allés à l'école, nous qui avons eu un certain niveau d'instruction et l'opportunité d'être dans des organisations de la société civile, c'est le moment pour nous aussi de les mobiliser avec nous, d'arriver à les convaincre, de les informer pour qu'ils sachent que les élections sont super importantes et que c'est une question d'avenir, mais aussi qu'ils puissent aussi se protéger contre les achats de conscience parce que
qui te donne 2000 francs pour une mandature de 5 ans, et après la personne va faire du mal, parce que pour lui, il est juste en train de faire un retour sur investissement, alors que nous parlons de vies humaines, c'est super important. Mais aussi, notre rôle, c'est l'observation citoyenne des élections. On doit suivre le processus électoral. Suivre le processus électoral à travers des poules d'observation, il en existe quelques-uns. AGICAD aussi a développé un système d'observation du processus électoral. C'est rassurer que le processus se passe comme il le faut, et s'il y a des manquements, s'il y a des incidents, les signaler, et que l'État puisse réagir assez vite pour pouvoir mettre fin à ces problèmes, mais aussi que notre processus électoral puisse être encore plus transparent, plus crédible, mais aussi plus libre, parce que c'est important les élections pour une nation démocratique, surtout le Mali. Donc du coup, je pense que la société civile a le plus grand rôle et la plus grande responsabilité pour la réussite de ce processus électoral. D'accord. Alors nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur Mohamed, quel est votre message à la population malienne? D'abord, c'est surtout un message sur le premier aspect qu'on a eu à souligner, c'est d'abord identifier le bon candidat. Parce qu'on l'a dit, tous ces jours maintenant, la gestion de l'État pour les 5 années à venir, c'est jour maintenant. Si on n'élit pas le bon candidat, si on ne sort pas voter, si on ne récupère pas nos cartes, on permet à des personnes qui logiquement ne devraient pas être à l'hémicycle d'y siéger et d'y faire leur propre politique. N'acceptons pas de tronquer nos voix, ne serait-ce que pour 2000, 10 000, 15 000, 20 000, parce que 5 ans comparé à 10 000, à 2000, à un verre d'été ou un paquet de thé, ce n'est pratiquement rien. Soyons responsables, faisons un vote utile. Choisissons en fonction d'un certain nombre de valeurs le candidat qui saura nous représenter le plus valablement possible. Le second message, c'est quoi qu'il advienne, n'oublions pas qu'une élection, c'est pour une nation. Et c'est un jeu, comme on aime le dire aussi. Et dans un jeu, il y a toujours les gagnants et les perdants. Les violences post-électorales, comme il a été souligné ici, il n'y a qu'à regarder dans les pays voisins pour se rendre compte du dégât que cela a pu causer. Récupérons nos cartes, soyons responsables, faisons un vote utile, suivons le processus et Inch'Allah, comme le dirait l'autre, ça ira. Ça ira, ok. Monsieur Maïga, votre message à l'endroit de la population? Ok, alors mon message c'est d'abord, si les élections se tiennent à la date prévue, parce qu'avec la situation, c'est pas très sûr, alors c'est de saisir cette opportunité pour amener le changement que nous avons tant souhaité. C'est de se dire que voilà, tiens, là j'ai le pouvoir, ma carte c'est mon pouvoir, c'est un pouvoir énorme qui peut sanctionner quelqu'un, mais aussi amener une personne à qui tu as confiance. Donc qu'on saisisse cette opportunité, que nous ne vendons pas cette opportunité parce que ça peut nous rattraper plus tard. Donc de faire des votes basés sur des projets législatifs assez conséquents. Il faut que les députés nous disent pourquoi ils veulent être, les candidats nous disent pourquoi ils veulent être à l'Assemblée nationale. C'est important qu'on les cherche. Je crois qu'il est temps que nous arrêtons avec les votes de proximité, les votes de voisinage. Je connais quelqu'un, il est juste candidat, je vote pour lui. Non, c'est une question de nation, c'est pas juste un individu. C'est une question qui intéresse plus de 20 millions de personnes, qui va décider au nom de plus de 20 millions de personnes. Donc il est super important de réfléchir avant de choisir la personne, mais surtout ayons un document ou quand même quelque chose qui peut nous garantir d'interpeller la personne après son élection. Il faut que la personne s'engage à faire quelque chose. Et quand la personne est élue et que la personne ne fait pas ou n'accomplit pas un peu ses engagements, on peut l'interpeller, parce que pour les politiques, la seule sanction, c'est la sanction populaire. Sinon, les autres aspects ne sont pas assez importants pour eux. Okay. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Maïga. Un grand merci à nos deux invités d'avoir répondu présent à notre appel. Et le thème de ce numéro, c'était élections législatives, enjeux et défis. Élections législatives de mars 2020. AGICAD de Mali, une jeunesse responsable pour un monde meilleur.